Voilà, retour sur ce plateau donc après cette pause. Nous sommes bien mercredi, c'est le 2 janvier, le lendemain donc de fête. Et puis nous sommes en votre compagnie, vous le savez, jusqu'à 8h45. Et puisque tous les mercredis, nous parlons donc essentiellement économie et finances par ici, aujourd'hui, nous nous intéressons donc dans le forum de discussion à la création d'emplois, vecteur sans doute d'une forte croissance économique. Nous aurons le temps d'en parler notamment dans le forum de discussion avec nos confrères en plateau, mais également dans un instant avec un analyste économique qui se propose justement de nous parler du lien entre la création d'emplois et puis la croissance économique. Jaurès Sobossi, bonjour. Bonjour monsieur le journaliste, bonjour le plateau et puis bonjour les téléspectateurs à qui je profite déjà pour dire bonne et heureuse année. Bonne et heureuse année à vous aussi. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. C'est moi qui vous remercie. Avec vous, nous abordons donc cette question ayant trait justement à la création d'emplois qui pourrait ou qui est selon vous un vecteur réellement de développement et d'une forte croissance économique. Alors, première question, comment expliquer réellement la croissance économique pour quelqu'un qui justement n'a pas les aptitudes en matière économique? La croissance économique, vous l'expliquez comment? La croissance économique peut être expliquée de façon globale comme l'augmentation de la richesse nationale, c'est-à-dire du produit intérieur brut, c'est-à-dire de la richesse que les citoyens de ce pays et les étrangers vivant dans ce pays ont produite ensemble. C'est cette augmentation qui se traduit la croissance économique. La marge qui s'est ajoutée à ce qu'on avait l'année dernière représente le pourcentage de croissance que nous calculons souvent et qui aujourd'hui tourne aux environs de 5% au Bénin. Au Bénin? Oui. D'accord. Donc 5%, est-ce à dire que nous sommes toujours, je dirais, en griffe dans le chômage? Nous sommes toujours dans le chômage parce que pour la population que nous avons, qui principalement est rurale, il se fait que la croissance économique que nous devons observer pour pouvoir créer plus d'emplois, plus d'entreprises n'est pas encore atteinte, étant donné la faiblesse de nos PIB, la faiblesse de nos infrastructures, la faiblesse des entreprises qui existent chez nous. Il faudrait que nous allions dans des chiffres vers deux chiffres au moins de croissance pour que la création annuelle d'emplois puisse couvrir les besoins que nous avons avec le boom démographique africain qui de plus en plus est croissant. Il faudrait vraiment qu'on envoie un autre signal et une autre gouvernance dans le domaine de la création des entreprises, dans le domaine de la création des emplois. Parce qu'on ne crée pas d'emplois sans créer d'entreprises. Et c'est en cela que j'ai suivi mon prédécesseur parler de financement et c'est ce nœud principal qui bloque la création d'emplois. Parce que sans financement, il n'y a pas création d'entreprise. Sans création d'entreprise, il n'y a pas création d'emplois. Mais chez nous, dans notre environnement, quand vous consultez les rapports de la Banque mondiale, il se fait que le ratio crédit intérieur par rapport au PIB tourne autour de 20,4% au Bénin. C'est-à-dire que le crédit accordé à l'économie béninoise par les banques situées sur la place tourne aux environs de 20% du PIB. Le PIB béninois étant environ 9 milliards de dollars, ce qui fait environ 5 000 milliards. 20%, ça ne fait que 1 000 milliards de crédits accordés aux importateurs, à toutes les entreprises. Et quand on enlève déjà la part des importateurs de produits de base, à savoir le riz, la farine de blé, le sucre, les médicaments et autres, il ne reste pratiquement plus rien pour que les jeunes puissent avoir accès au financement pour créer de l'entreprise, pour créer des emplois. Et c'est à ce levier surtout que moi j'estime que les gouvernants, que ce soit béninois ou africains, agissent pour pouvoir en concomitant avec les banques centrales et les banques secondaires, augmenter ce ratio d'obtention de crédit par rapport au PIB. Parce que sans ça, quel que soit les dossiers que vous fournissez à la banque, quelle que soit la pertinence de vos projets, une fois que ces banques sont limitées, elles peuvent avoir la bonne volonté de vous financer, mais elles ne vous financeront pas. Parce qu'elles n'ont pas la possibilité de dépasser ce ratio fixé à eux par la Banque centrale. Et qui dit Banque centrale dit BCAO, qui dit BCAO dit politique monétaire, qui dit politique monétaire dit les PTF, notamment la France, qui joue son rôle dans la fixation de certaines règles à la BCAO qui se réjaillissent sur la vie des populations et la vie des entreprises. Donc c'est à ce niveau que nous invitons les dirigeants à revoir ne serait-ce qu'une augmentation de 30% sur ce ratio. Parce que figurez-vous
Des pays comme la France elle-même font 100% de crédit par rapport à leur PIB. Les États-Unis font 157%. La Chine fait 150%. Quand vous voyez déjà la grosseur des PIB de ces pays, et que par an, ces pays font des prêts allant jusqu'à 100% ou bien 150% de leur PIB, et que vous voyez la petitesse des PIB de nos pays africains, et qu'on doit encore faire 20% de ce PIB en termes de crédit, vous imaginez déjà la faiblesse de l'enveloppe destinée au crédit. Et tant que cette enveloppe est faible, quelle que soit la volonté des jeunes, quels que soient les projets qu'ils vont monter, l'enveloppe est réduite. Ils vont toujours se retrouver sans financement, sans possibilité de créer d'emplois, sans possibilité de créer des entreprises. Donc, grosso modo, c'est ce levier qu'on doit toucher d'abord. Et pour toucher ce levier, les gouvernants, ensemble avec les banques, doivent se rencontrer, doivent discuter. Le gouvernement doit communiquer aux banques ses ambitions de création d'emplois. Et ces ambitions ne pourront être atteintes que lorsqu'on va modifier certains paramètres, certains chiffres et faciliter l'accès au crédit. Les pays comme le Maroc, les projets agricoles ne sont financés que s'ils valent 100 millions de francs CFA environ. Parce qu'on sait qu'avec cette enveloppe, vous avez déjà au moins un tracteur et que vous avez une certaine surface que vous emblavez. Ce qui participe à la rentabilité de votre projet. Mais nous faisons des émiettements de financement ici, ce qui fait que tous les programmes développés, que ce soit les FNM ou autres, il y a eu des taux de rentabilité très faibles. On a pu recouvrir ces crédits pas plus de 6,5%. Tous les pays africains qui sont venus copier ça au Bénin ont eu les mêmes taux. C'est-à-dire que ce n'est pas nécessairement l'incapacité de ces jeunes à pouvoir développer les entreprises qui concourent, mais il faut comprendre que l'émiettement du crédit n'a pas permis à ces entreprises d'être vraiment viables. Quand on distribue 4 millions, 5 millions, 4 millions, 5 millions à des gens qui avaient déjà des besoins de 2 millions, 1 million 500 pour couvrir des besoins de la société, c'est difficile pour eux de ne se concentrer que dans leur entreprise et développer l'activité pour laquelle ils ont fait. Et c'est en cela que le FONAGA, le Fonds national de garantie, devait être plus renforcé pour permettre aux jeunes qui n'ont pas la possibilité de fournir les garanties bancaires, c'est-à-dire souvent les parcelles sur titres fonciers que les banques demandent, sachant que les titres fonciers ne sont disponibles qu'environ peut-être 15 à 16% sur le territoire national, c'est-à-dire le nombre de parcelles possédant des titres fonciers est très faible. Absolument. Pourtant, les banques ne demanderont que les parcelles à titre foncier avant de donner les crédits. Quel jeune, déjà après l'université, quelques 2 ou 3 années d'emploi, s'il en trouve, peut avoir une parcelle à titre foncier bien enregistrée, ça va être compliqué. Ce qui fait qu'on tourne en rond, les jeunes passent un certain temps jusqu'à ce qu'ils soient obligés de commencer par accepter des emplois donnés et puis envisager l'immigration. Partie du Bénin est devenu un des projets très importants de la majorité des personnes. D'accord. Peut-être avant d'arriver justement à toutes ces solutions-là que vous proposez déjà, c'est qu'il est un constat, et vous l'avez rappelé, que nous traversons encore des situations difficiles et que le taux de chômage, il est visible, que ce soit au Bénin ou encore en Afrique. Mais selon vous, vous avez expliqué et déjà fait certaines propositions, mais selon vous, quelles sont les raisons réelles qui justifient ou qui expliquent le taux de chômage que nous avons au Bénin notamment? Au Bénin, les raisons principales sont d'abord la non-création d'entreprises et le recours systématique aux investisseurs étrangers pour certains investissements. Un investisseur étranger, quand il vient chez nous, il investit peut-être 1 milliard, mais il s'attend à sortir du Bénin avec plus d'1 milliard. Oui, parce que c'est un profit. C'est son profit. Ouais. Cet argent qui sort, si c'était un investisseur local, allait servir à créer une autre entreprise. Quand on dit création d'entreprise nouvelle, on dit création d'emplois. C'est-à-dire que vous n'êtes pas partisan justement des investissements étrangers? Je ne suis pas partisan des investissements étrangers et c'est rare de voir des Africains qui ne soient pas partisans des investissements étrangers, mais quand je vois le protectionnisme que font les autres pays pour pouvoir permettre à leurs locaux de devenir investisseurs chez eux, je pense qu'il est juste de comprendre qu'on doit revoir un peu la manière dont nous appréhendons les choses. En Afrique, quand on découvre de l'or dans un pays, on court à l'étranger chercher des étrangers pour venir l'exploiter. Quand on découvre du pétrole quelque part, on se tourne systématiquement vers l'étranger pour venir l'exploiter. Quelle que soit la richesse, quelles que soient les potentialités qu'on découvre en Afrique, ce sont les étrangers qui viennent l'exploiter. Alors que tous les autres pays ont des sociétés nationales
d'exploitation. C'est vrai que nous avons fait le choix du libéralisme économique lors de la conférence des forces vives, mais c'est une chose à revoir parce que même la France, je pense qu'ils sont en train de faire du libéralisme, mais ça n'empêche pas Orange d'être à 33% capital public. Ça n'empêche pas Areva d'être à capital public. Ça n'empêche pas la SNCF. Ça n'empêche pas beaucoup d'entreprises, EDF et autres, qui soient des entreprises à capitaux publics. Mais là, nous sommes dans une situation où l'État s'est tellement désengagé de la création d'entreprises. Or, c'est l'État qui garde les taxes, la douane, les impôts et autres. C'est l'État qui capitalise le maximum d'argent. Mais demander maintenant à cet État de ne pas investir cet argent pour rentabiliser cet argent, c'est comme si un père de famille qui vit dans une maison sans faire d'activité, lui-même pour rentabiliser, mais prendre de l'argent chez ses enfants à gauche, à droite pour se vivre. Le système va craquer à un moment donné. Le système ne pourra pas continuer à un moment donné tant que nous n'avons pas des fonds publics qui servent à l'investissement rentable. On sait que si on a investi 10 milliards dans cette direction, on s'attend peut-être à 12, 13 milliards en retour. On va toujours se retrouver dans cette situation où les revenus publics ne permettent même pas de payer les salaires comme il le faut. Nous sommes aujourd'hui à environ 45% des recettes publiques nationales en termes de paiement de salaires aux fonctionnaires. On a dépassé de plus de 10 points la marge des 35% fixée par la communauté en termes de paiement de salaires. Encore que les salaires sont faibles, c'est-à-dire la solution n'est pas de réduire les salaires, mais c'est d'augmenter les recettes de l'État. Et pour augmenter les recettes de l'État, l'État doit investir de manière rentable pour pouvoir augmenter ses recettes et aussi permettre à ce que plus d'investisseurs locaux naissent et prospèrent afin que l'assiette fiscale s'élargisse à ces personnes. Quand je dis par exemple que l'État doit faire passer le ratio crédit PIB de 20% à peut-être 80%, c'est au moins 3000 entreprises qui vont être créées environ par an, détenues par des Béninois sur du financement interne sans faire recours à l'endettement externe. Vous parlez de 3000, sur quoi est-ce que vous vous basez pour évoquer ces 3000 Quand j'ai fait une simulation en trouvant que le PIB du Bénin est 5 000 milliards de francs CFA et qu'on fait 20% de crédit actuellement, ça fait 1000 milliards de francs CFA. Si on passe de 20% arbitrairement, parce que cette décision est une décision politique, si les politiques décident de passer de 20% de financement à 80% de financement, c'est-à-dire on multiplie par 4 l'enveloppe destinée au crédit interne. Donc on passe de 1000 milliards à 4000 milliards, à environ 5000 milliards de moins. Quand on passe à un chiffre pareil, la possibilité pour les banques est tout à fait élargie. Vous aurez des appels à projets, vous aurez des gestionnaires de crédit ou bien les gestionnaires de comptes qui vont courir après leurs clients pour pouvoir accompagner leurs projets. Vous aurez la facilité de voir. En plus, la FONAGA qui devrait accompagner les jeunes va laisser peut-être tomber la compte garantie qu'ils exigent aux jeunes afin de pouvoir instituer le système où chaque jeune qui obtient des crédits a une assurance qui couvre le crédit ou bien a une contribution dans laquelle le FONAGA pourra puiser pour rembourser ceux qui vont échouer, pour rembourser les cas extrêmes par exemple de décès ou autres, pour que les banques n'aient pas à perdre. C'est-à-dire, sans même dépenser de l'argent, l'État est capable d'élargir son assiette fiscale, de multiplier le nombre d'entreprises à créer et de multiplier alors ses recettes. Et tant qu'on ne fait pas ça... Quand vous dites que l'État doit élargir son assiette fiscale, quand vous lisez la loi de finances, celle qui est passée et celle qui a été votée, il y a plusieurs mesures quand même qui ont été prises. Par exemple, prenons le cas de l'exécutif pour faciliter un tant soit peu la création d'emplois. Aujourd'hui au Bénin, nous avons la pièce qui justement fait un travail pour amener les investisseurs à pouvoir créer de l'emploi investi au plan local. Il y a quand même des choses qui sont faites, histoire quand même de libéraliser un peu les choses. Je remercie au passage les rédacteurs de la loi des finances 2019 et puis le gouvernement qui a fait passer de 441 000 CFA la taxe, l'impôt minimum à payer par les entreprises à 150 000 francs CFA. Parce que vous imaginez, avant au Bénin, vous créez une société... Donc ça, c'est une facilité justement pour permettre aux patrons d'entreprise de pouvoir opérer librement. C'est une facilité pour permettre aux jeunes de pouvoir opérer de façon légale, de rentrer dans le formel et de quitter l'informel. Parce que vous imaginez, vous créez une entreprise, vous n'avez même pas gagné 1 franc CFA, mais vous devez payer 441 000 francs
aux impôts avant d'avoir le quitus fiscal qui va vous permettre de soumissionner aux appels d'offres, au marché et autres. C'est difficile pour un jeune qui déjà a peut-être loué un local, a mis en place certains investissements, de débourser sans avoir gagné un seul marché, sans même avoir un seul client, de devoir encore sortir 400 000 francs. Donc cette réduction peut accompagner les jeunes, mais le nœud même de blocage que nous avons dans nos pays, c'est le financement, l'accès au crédit bancaire. Un étudiant américain peut obtenir jusqu'à 150 000 $ de crédit études, c'est-à-dire 75 millions de francs CFA environ, sans garantie aucune, pour financer ses études, quitte à rembourser lorsqu'il sera employé après. Mais vous imaginez chez nous, ici, pour qu'une entreprise obtienne 75 millions de francs CFA comme crédit, c'est un parcours de combattant. Et un temps fou de prospection du dossier par les banques. Vous vous retrouvez à introduire des dossiers à la banque qui vont peut-être faire 2 mois avant d'avoir un aboutissement, soit positif ou même négatif parfois. Vous aurez perdu 2 mois de tractation, d'attente, de patience, de courses, de formalités diverses, de réunions sur réunions, d'explications sur explications, de recherche pour agrémenter votre dossier pour qu'au bout de 2 mois, on vous dise que ça n'a pas abouti. C'est très difficile l'environnement bancaire. Moi, je souhaite même que l'État puisse revenir dans le recadrage des banques, ce qui va signifier que l'État va revenir sur la libération ou bien le désengagement qu'ils ont fait vis-à-vis de la Banque centrale. Nous avons vu la fin d'année comment est-ce que les gens sont souffrés avec les banques pour même obtenir leur propre argent. Et il n'y a aucune autorité qui agit sur ce système pour pouvoir demander à ces banques de recruter plus, parce que vous allez dans les banques, vous voyez qu'il y a guichet 1, guichet 2, guichet 3, guichet 4, guichet 5. Mais tous sont fermés et il y a un seul guichet qui fonctionne pendant qu'il y a des rangs terribles qui attendent. Mais à la fin d'année, c'est pour les voir après distribuer des milliards en dividendes parce qu'ils ont voulu maximiser le profit. Ils n'ont pas voulu recruter comme il le faut pour pouvoir servir la clientèle aussi vite qu'il le faut. Ils n'ont pas voulu recruter comme il le faut pour maintenir leur distributeur automatique comme il le faut afin que ces distributeurs soient fonctionnels à plein temps. Vous faites le tour de la ville, souvent c'est rare de pouvoir faire son retrait facilement. Et puis l'autorité doit agir sur ces paramètres. Théoriquement, la politique la plus importante, c'est la politique monétaire. J'ai vécu un peu au Nigeria, mais les gens prêtent plus attention aux communiqués de la Banque centrale qu'aux communiqués du gouvernement. Mais ici, je ne sais pas, mais vous n'avez jamais entendu un communiqué de la Banque centrale qui vous attire, qui vous pique. Avec la crise au Nigeria, c'est la Banque centrale qui a décidé du volume de piments, de tomates, de maïs, de céréales à produire et a mis en place les crédits qu'il faut pour que les équipements puissent être donnés aux jeunes pour atteindre ces volumes de production. D'accord. Mais tant que la Banque centrale ne définit pas une politique de production, une politique de création de sociétés, d'entreprises et d'emplois, on va se retrouver toujours à tourner un peu en rond. Théoriquement, c'est à la Banque centrale de venir nous dire à la fin d'année le nombre d'emplois créés dans chacun des pays couvrant sa zone. D'accord. Alors, Joël Sogbosi, je retiens que le problème fondamental, capital aujourd'hui, c'est le problème de financement. Mais vous, quelle est l'alternative que vous proposez justement pour qu'aujourd'hui, on puisse avoir réellement un financement adéquat pour les jeunes notamment qui ont envie d'entreprendre? L'alternative systématique et la plus propice, c'est le changement de monnaie. Parce que la racine même... Bon, ça, c'est un débat qui a été mené sur plusieurs fronts. Et puis la racine même du blocage se retrouve dans la politique monétaire et les conditions fixées par les accords de Bâle 2, de Bâle 3 et les accords de la BCEAO sur l'obtention des crédits, les conditions autres. Nous nous sommes enchaînés dans un immobilisme terrible où la Banque centrale n'a que pour objectif la limitation du taux d'inflation, la stabilité, pendant que nous sommes pauvres. Parler de stabilité dans la pauvreté, c'est maintien dans la pauvreté. Maintenant, à défaut de changer radicalement la monnaie tout de suite, au moins les gouvernants peuvent négocier avec les banques pour demander l'allègement des conditions d'obtention de crédit, pour peut-être se porter garant à travers le FONAGA de ces crédits accordés à ces entreprises. Oui, mais les banques aujourd'hui, elles sont frileuses parce que justement, il n'y a pas forcément de garanties. Et puis, c'est ce qu'on relève par ici. Il n'y a pas forcément de garanties qui puissent permettre à ces jeunes de pouvoir rembourser le crédit à eux accordé après. D'abord, il y a que la plupart des jeunes ne soient pas très bien informés de l'outil disponible pour les accompagner. Il y a le FONAGA, le Fonds national de garantie,
qui est supposé permettre à ceux qui n'ont pas la garantie de pouvoir obtenir, contre paiement d'une certaine somme, une garantie pour accompagner leur projet. Mais là, on ne parle pas de petit financement, mais on parle d'un certain niveau de financement. Ouais. Mais cet organe doit être renforcé par le gouvernement. On peut peut-être transférer les dépôts à terme de certaines structures de gouvernement sur les comptes des dépôts à terme de la FONAGA. La CNSS, par exemple, qui parfois fait des placements dont on connaît tout ce que ça donne après. Mais on peut renforcer ce fonds, par exemple, pour permettre à ceux qui n'ont pas la possibilité de fournir les garanties contre paiement d'une modique somme qui va peut-être être retenue lors de du placement du crédit, que le FONAGA permette à ces jeunes de rentrer en possession du financement sans pouvoir fournir les garanties bancaires que nous demandons là. En plus, il n'y a pas de banque nationale, il n'y a pas une banque appartenant à l'État pour pouvoir conduire une politique de facilitation d'accès au financement. À la longue, ce sont des choses que nous devons revoir pour qu'au moins l'État ait aussi une banque dans laquelle l'État paie les salaires de ses fonctionnaires, dans laquelle l'État fait ses opérations, fait les règlements de ses factures. Que nous soyons dans un pays où ce sont les étrangers qui possèdent nos banques, excusez-moi, qu'on le veuille ou non, ça doit nous déranger. Mais en attendant la solution que vous proposez, c'est-à-dire le changement de monnaie, en attendant qu'on en arrive peut-être là, puisque les discussions, elles se mènent toujours, qu'est-ce qu'il faut dans l'immédiat faire? Qu'est-ce que le gouvernement, par exemple, selon vous, en tant qu'analyste, devrait pouvoir faire pour réellement aider les jeunes à aller vers une création de l'emploi, c'est-à-dire à l'entrepreneuriat, puisque cela participe d'une façon ou d'une autre à la création de richesses? Est-ce qu'il faut peut-être déjà revoir l'alternative formation emploi, c'est-à-dire marché de l'emploi et formation? Qu'est-ce qu'il faut concrètement faire dans l'immédiat? Dans l'immédiat, je pense par exemple l'année dernière, le gouvernement a fait un appel à projet pour financer, pour subventionner à hauteur, je crois, de 200 000 $, c'est-à-dire environ 100 millions de francs CFA, la création de certaines entreprises allant dans le cadre de, je crois qu'ils ont appelé ça, c'est l'agence CMC qui a piloté. Oui. Mais sur 7000 candidatures, il y a finalement 4 entreprises seulement qui ont été financées. Et il faut dire aussi que le financement venait de la Banque mondiale, qui était environ de 3 millions de $, ou bien quelque chose comme ça. Bien, je crois. Ce qui fait 1,5 milliard millions. Genre, le gouvernement a conduit un projet pour sélectionner des gens au bout d'un critère très select pour financer directement la création de leur entreprise. Absolument. Ou le développement de leur entreprise. Ces gens n'ont fourni aucune garantie, à part la rentabilité. Oui, ben, ils ont postulé et puis il y a eu justement des investigations qui ont été faites, il y a un processus qui a été suivi. Le gouvernement, cette année, par exemple, peut décider de porter cette enveloppe de 3 millions de $, peut-être à 10 millions de $. Ça ne fait que 5 milliards. Et élargit donc directement le financement à ces gens qui auront prouvé que leur projet a une certaine rentabilité, qui auront prouvé une capacité de gestion qui va permettre au projet d'être viable. Encore que, comme le disait mon prédécesseur, tout est à faire en Afrique. Que ce soit nos tasses que nous avons chez nous, que ce soit les pics dents que nous utilisons, que ce soit les cotons-tiges que nous utilisons, jusqu'à nos slibs, tout est importé. Et aujourd'hui, on n'est pas dans la possibilité de dire à une banque, je veux produire des cotons-tiges, je veux produire, parce qu'on ne s'attend pas à avoir le financement bancaire. Quand on va éclater ce blocus des financements bancaires, vous allez voir que le génie des jeunes va se décupler. Quand on sait que telle personne, telle banque est en mesure de m'accompagner, si je veux produire tel stylo, ou bien je veux produire un crayon, ou bien je veux produire tel papier, vous allez voir la possibilité. Parce qu'aujourd'hui, il y a Internet, il y a l'accès à toute l'information dans le secteur de la production qui est déjà disponible. C'est vrai qu'une bonne partie est disponible en anglais. Et que nous soyons un pays francophone, ce qui fait que quand nous faisons nos recherches dans Google, nous faisons les recherches souvent en français. On obtient moins de 10% de ce qu'on obtiendrait si on faisait les recherches en anglais. Et c'est en cela que la décision de l'université d'imposer la maîtrise de l'anglais avant l'inscription au cycle de master est à féliciter. C'est aussi en cela que la décision du gouvernement d'avoir introduit l'anglais au cours primaire. Je crois que les élèves doivent être au CE2 actuellement et que dans 2 ans, ils vont faire leur premier examen CEP en anglais et à féliciter.
Parce que tant qu'on se bloque dans cette langue qui est, je crois, la 8e langue du monde, on se coupe de 7/8 d'informations du monde. On ne va pas toujours rester dans cet immobilisme. Mais là, comme vous le dites, dans l'urgence, il faudrait que le gouvernement prenne d'abord à corps l'option de pouvoir faciliter l'accès au crédit. Si le gouvernement pense ça comme une préoccupation, toutes les solutions vont se découler parce qu'ils vont demander à rencontrer les banques, ils vont demander à comprendre pourquoi vous n'êtes fixé qu'à 20% et que vous ne dépassez jamais 20% du PIB en termes d'octroi de crédit et que nous souhaitons passer de 20% à 80% ou bien à 100%. Quelles sont les démarches que nous devons faire pour pouvoir faire passer cette enveloppe de 20% du PIB à 100% ou bien à 80%? Si le gouvernement lance cette alternative, vous verrez systématiquement se rejaillir sur les entreprises, sur les sociétés, la facilité d'obtention du crédit, la facilité de pouvoir développer plus d'activités et donc de pouvoir créer plus d'emplois. Parce que tant qu'il n'y a pas de développement d'activités, tant qu'il n'y a pas de filière nouvelle, on va toujours se retrouver dans cette situation où la création d'emplois est difficile. C'est vrai que le gouvernement a tablé sur le secteur du tourisme et de la culture pour pouvoir créer des emplois. Mais dans l'hôtellerie, dans le tourisme, on se retrouvera à créer des emplois de cuisiniers, de chauffeurs, de valets de chambre d'hôtel. Et puis, excusez-moi beaucoup, j'ai visité certains pays touristiques, il y aura beaucoup de prostitution. D'accord. Alors, ce qu'on va faire, Jaurès Sobossi, vous restez avec nous parce que là, il est 7h, 7h par ici, c'est le bulletin de l'information. On va vous retrouver dans un instant dans le forum de discussion avec Maxime Toklo et puis Martial Guidigan pour faire le débat justement sur cette question de la création d'emplois, notamment au Bénin, et puis de la croissance économique. On vous retrouve donc tout à l'heure, Serge. Merci. Bien sûr. Allez, à tout de suite. Pour l'heure, c'est 7h déjà, vous l'avez remarqué. C'est l'heure du bulletin et aujourd'hui, c'est Christelle Tongolo qui nous le présente, ce bulletin. La suite de 5 sur 7 matin, merci de votre fidélité à la télévision nationale. Nous sommes bien mercredi 2 janvier 2019, c'est déjà le deuxième jour de l'année, la nouvelle année 2019. Et pour nous, c'est un plaisir. C'est le troisième jour de la semaine. Voilà. C'est bien ça, hein. Vous avez remarqué, ils sont encore imbibés, imbibés de fête, je vais dire, hein, pas d'autre chose. Enfin, c'est même partout, hein, vous l'aurez remarqué. J'espère bien que les administrations vont fonctionner aujourd'hui et que même dans les banques, vous pourrez avoir vos propres sous. Bon, enfin... Déjà que vous avez du mal à les avoir le 30, le 31. Ah oui. C'est pas évident. Ah non, mais je ne sais pas si vous avez essayé, mais la queue à la banque, elle était tellement longue et puis vous avez du mal. Et puis subitement, les distributeurs ont refusé de fonctionner. Et bon, d'accord. Et on a fêté comme ça. Ben ouais, mais c'est même mieux parce que ça vous permet de faire des économies. En réalité, on a pu faire que le mois de janvier est souvent difficile, c'est ce qu'on dit souvent. Donc, on essaye de se discipliner monétairement, de se discipliner. 5 sur 7 matin se poursuit pour l'instant. Hein. Aujourd'hui, nous sommes mercredi et vous le savez, les mercredis, nos signaux sont ici à l'économie, la pure économie. Aujourd'hui, on vous parle de croissance économique et en même temps de création d'emplois. C'est de cela qu'il sera question d'ailleurs tout à l'heure au forum de discussion. Et on prend la pause. C'est là qui va nous permettre d'installer le forum de discussion. On va poursuivre les débats, bien sûr, par rapport à la question de la croissance économique liée à la question de la création d'emplois. Et vous le savez, vous également, vous pouvez participer au débat. Hein. Dites-nous votre appréciation de la volonté du gouvernement de créer davantage d'emplois pour la jeunesse. Vous avez suivi le chef de l'État. Il a parlé déjà de 200 000 emplois créés. C'est une volonté accrue, disait-il, pour mener vers une croissance soutenue. Alors, quelle est l'appréciation que vous faites de cette volonté du gouvernement de créer davantage d'emplois pour les jeunes? Laissez-nous vos messages, rejoignez-nous sur Facebook, sur Twitter ou par WhatsApp si vous le préférez. On vous rappelle, le numéro, c'est le 61 19 88 88, le 61 19 88 88. On marque la pause et on se retrouve dans une poignée de secondes.
Merci de votre fidélité à la télévision nationale. L'émission, c'est 5 sur 7 matin. Nous sommes mercredi et comme tous les mercredis par ici, nous parlons donc économie et finances. Et ce jour, nous revenons donc sur l'importance de la création d'emplois pour favoriser donc une forte croissance économique. Et puis, à cet effet, vous également, vous pouvez participer à ce débat en disant simplement l'appréciation que vous faites de la volonté de l'exécutif de créer davantage d'emplois pour la jeunesse. Quelle appréciation faites-vous donc de la volonté de l'exécutif de créer davantage d'emplois pour la jeunesse? Vous vous en souvenez récemment, le président de la République, Patrice Talon, était devant les députés au Parlement. Le chef de l'État a présenté donc son bilan sur l'état de la nation. À cet effet, Patrice Talon a rappelé qu'il a déjà, ou que son gouvernement a déjà créé 200 000 emplois, notamment donc pour la jeunesse. Et justement, pour les prochaines années, il y en aura encore davantage. Nous allons pouvoir donc faire ce débat pour voir quel lien réellement faire entre la création d'emplois et puis la croissance économique au Bénin. Et pour justement faire ce débat avec nous, il est resté en plateau, Jaurès Sobossi. Merci de rester avec nous. Merci à vous. À vos côtés, lui-même, il est resté. Maxime Toklo, pas trop fatigué? Non, pas du tout. D'accord, la pleine forme. Pleine forme. J'espère que lui n'est pas fatigué. C'est un gentleman, hein? Ah ben oui. Ah ouais. J'espère que lui n'est pas fatigué. Je vous vois venir parce que moi je ne suis pas fatigué non plus. Je ne suis pas fatigué. Non. Parce que lui n'est pas fatigué, qui serait fatigué? Si Maxime n'est pas fatigué, personne n'est fatigué. Non, on connaît particulièrement Maxime. C'est pour ça qu'on parlait de lui. Ah bon, vous le connaissez particulièrement? Oui. Ah bon, je comprends. Personne n'est fatigué sur ce plateau. Personne. Et donc, il décrète que personne n'est fatigué. Personne n'est fatigué. Heureusement que personne n'a dit que quelqu'un était fatigué. Personne ne parlait de vous en plus. Vous reprochez des choses? Ah, pas du tout. Ouais, Pas du tout. D'accord. Vous n'avez pas le visage endormi? J'ai pris de l'eau comme Serge hier toute la journée. Donc, Ah bon? il n'y a pas de problème. Vous avez pris de l'eau? Oui, de l'eau. Ah, La meilleure boisson. Ouais, ça, je ne vous le fais pas dire. Allez, Martial Guédigan, bonjour. Bonjour Serge, bonjour Ricardo. Heureuse année à vous. Merci beaucoup. Ouais. Merci. Allez, on remet le débat, on vous l'a dit hier, sur la croissance économique, en lien bien sûr avec la création d'emplois. Nos panélistes sont d'ailleurs là. Et puis avec eux, on va revenir à vous tout à l'heure. Hein. Oui. C'est vrai que vous aviez fait un très long développement sur la question et je sais que vous avez suivi un peu tout son développement. Je voudrais prendre votre avis d'ailleurs sur la question et sur le développement qu'il a fait tantôt. Oui, merci. J'avoue que j'ai beaucoup admiré son intervention tout à l'heure. Je lui disais d'ailleurs tout à l'heure dans les coulisses là, et je crois que nous avons tout intérêt à ce que la création d'emplois soit liée à la création d'entreprises. Et il y a un point particulier qui a retenu mon attention, c'est l'obligation aujourd'hui de susciter la création d'entreprises au Bénin pour que des entreprises béninoises s'occupent beaucoup plus d'un certain nombre de questions. Et parce que la tendance aujourd'hui est à, disons, donner des marchés à des entreprises étrangères qui viennent faire un temps et qui repartent après. Et les conséquences sont là, bien évidemment. Même s'il y a des entreprises au Bénin qui sous-traitent, ce n'est pas encore ce qu'il faut. Et je crois aussi que on devrait limiter cela à des tâches spécifiques pour lesquelles peut-être on n'a pas encore l'expertise. Mais ou quand même, oui, l'expertise au niveau national. Et dans chaque pays, on doit faire l'effort. Si on n'a pas l'expertise dans un domaine, il faut aller chercher l'expertise. Il faut voir par quel mécanisme faire en sorte que des nationaux puissent créer des entreprises et puissent s'investir dans un certain nombre de domaines. Donc c'est assez important. Si on doit à chaque fois se comparer à l'étranger, eh bien on risque de ne rien faire. Le risque, c'est que pour certains pays qui ont une tradition
une longue tradition dans un domaine donné, nous allons vouloir nous comparer à ces pays et nous n'allons donc jamais pouvoir démarrer dans certains secteurs d'activité. Donc, il a cité l'exemple du Maroc, qui est un modèle d'ailleurs que je connais assez bien en la matière, qui en quelques décennies a pu vraiment booster son économie grâce à la création d'entreprises, qui a agi sur un certain nombre de maillons, notamment l'éducation, puisque j'ai fait mes études là-bas et je fais partie de cette génération-là qui a été formée dans ce système, qui a été, oui, au Maroc, qui a été formatée pour créer des entreprises. Et à l'époque, déjà, personne ne rêvait emploi salarié. C'est l'entreprise, la création d'entreprise. Et bien, pour les étrangers qui voulaient rester, il y avait des possibilités de les accompagner pour que ces étrangers-là puissent s'installer, puissent créer leur entreprise et qui puissent véritablement contribuer au développement économique du pays. Donc je crois que nous avons grand intérêt à faire en sorte, si nous voulons résolver le problème de l'emploi, du chômage dans notre pays, nous avons vraiment intérêt à mettre l'accent sur la création d'entreprises. Les autres formes d'emploi sont pour la plupart du temps des emplois précaires qui ne durent pas, mais lorsque c'est des entreprises qui sont créées, et bien cela génère plus d'emplois durables que ce que nous constatons généralement. Et donc, j'adhère vraiment à son développement et je crois que on devrait pouvoir encourager le gouvernement à aller dans le sens de la création de l'emploi, mais en revoyant un certain nombre de choses qui sont faites déjà et en réorientant voilà, un certain nombre de politiques en matière de création d'emplois. Je crois qu'au cours du débat, on aura l'occasion de revenir là-dessus. Oui. Alors, Martial, il revient à foison. Hein. Je sais que Maxime l'a dit, Jaurès l'a évoqué également un peu plus tôt dans la journée. Est-ce que la formation que nous recevons en réalité à l'école ne joue pas beaucoup sur cet esprit de création d'entreprise qui est, disons-le, qui est manquant en réalité? Je vous remercie, Maxime, parce que en évoquant ou bien en revenant sur le développement de Jaurès, et je pense que c'est vous qui croyez que je ne suivais pas. J'ai eu le fil conducteur. J'ai eu le fil conducteur de ce que Jaurès disait, de tout ce que Jaurès disait en même temps. Et je voulais dire que j'étais en éveil. Et voyez-vous, je ne dissocie pas, comment l'appelle-t-on, la création d'emplois et la création de richesses. Les deux sont liés pour moi. Et lorsqu'on parle de création d'entreprise, je pense que l'État devrait être là pour favoriser ou donner les conditions à aller à la création d'emplois. Lorsque nous venons dans notre système au Bénin, nous avons, disons, cette... On est formaté pour le fonctionnariat. Exactement. C'est-à-dire, aller à l'école, ayez les diplômes, vous allez travailler pour l'État. Or, l'État ne crée pas l'emploi. L'État ne devrait pas créer l'emploi. L'État ne devrait pas créer la richesse. Et c'est ça qu'on a... Tout à l'heure, on suivait un spot tout à l'heure qui passait à la télé avec M. Baba Moussa. La dernière fois qu'il était de passage, il m'a laissé un livret. Et dans ce livret, j'avais vu la pyramide qui démontrait clairement que ceux qui ont des diplômes du supérieur ne créent aucune richesse. Comment? Oui. C'est relatif. Écoutez, lorsque vous êtes docteur, ceux qui se disent docteur, ils ne se disent pas, ils sont docteurs. Oui, bon. Alors, ce docteur, c'est l'État qui va payer son salaire. C'est un exemple banal. L'État paie son salaire, mais qu'est-ce qu'il crée comme richesse pour l'État? Lorsque vous descendez la pyramide, ceux qui ont un niveau relativement rapproché de ce docteur aussi sont dans la même bague. Mais lorsque vous descendez complètement la pyramide, vous venez en bas, vous allez comprendre que c'est les entrepreneurs, ceux qui ont un niveau relativement BPC ou, disons, bac, qui sont complètement au bas de la pyramide, c'est ceux-là qui créent véritablement la richesse. Et donc, à partir de ce moment, moi j'interpellais en même temps notre système éducatif qui doit quand même commencer par voir quels sont les curricula qu'il faut pour mieux et plus créer d'emplois au Bénin.
le problème se pose avec plus d'acuité parce que lorsqu'on parle de création d'emplois, on n'arrive pas à s'entendre sur ce qu'on appelle création d'emplois par l'État. Les 200 000 emplois créés par l'État, on n'a pas dit quel genre d'emploi. Les 200 000 emplois créés sont là, mais les gens continuent de se plaindre. J'entendais comme ça dans la rue quelqu'un dire oui, il a créé des emplois, il a créé 200 000 emplois, mais pourtant, ils sont combien à partir du ministère de l'Agriculture, par exemple? 1000 et quelques. Et donc, c'est ce que Massime disait tout à l'heure, des emplois précaires ou des emplois définitifs. Des emplois qui doivent apporter quelque chose à l'État ou nous créer de la richesse. Et c'est sur ça qu'on doit s'entendre. D'accord. Alors, Jaurès, il parlait tout à l'heure de cette inadéquation entre la formation et puis ce que nous souhaiterions aujourd'hui véritablement, c'est-à-dire la création d'entreprises qui doit déboucher vers la création d'emplois. Est-ce que vous faites la même lecture de cette formation dans ce paradigme dans lequel on est resté depuis fort longtemps? Je ne fais pas du tout cette lecture, et puis ça pourrait vous surprendre un peu. Moi, j'ai travaillé en Chine. J'étais ingénieur mécanicien. J'ai travaillé dans une société qui produisait les industries de production automobile. C'est-à-dire, on concevait toutes les chaînes de production automobile. J'étais au bureau d'études. Mais mon chef bureau d'études était autrefois un garçon de restaurant. Ah bon? Que le propriétaire de la société a recruté le jour où il est allé dans son restaurant. L'habileté avec laquelle il touchait les plats, il gérait. On lui a donc fait une formation maison. C'est dans l'entreprise qu'il est venu faire la formation pratique pour se retrouver être chef département des ingénieurs. Qu'est-ce que je veux dire par là? Nous avons cette habitude de dire qu'il y a une adéquation, formation. C'est pas ça. C'est l'absence de société qui fait qu'on pense qu'il y a une adéquation de formation. Tous les gens qui ont des gros diplômes ici, master ou autres, qui vont à l'étranger, vont faire des travaux qui n'ont pratiquement aucun rapport avec leur formation faite ici. Parce qu'en réalité, la formation maison en société est beaucoup plus importante que la formation scolaire, universitaire que nous recevons. La Chine construit des usines et recrute parfois tout un village pour des tâches standardisées. Une tâche standardisée, vous avez besoin au maximum de 3 semaines de formation pour l'exécuter. On dit, lorsque vous êtes sur la chaîne, lorsque ça vient, vous mettez ceci, vous mettez ceci, vous mettez cela. Vous vous entraînez environ pour 3 semaines, quelqu'un est derrière vous. Vous prenez, vous avez des salaires de 2500 €, de 2000 € pour des tâches standardisées qui n'ont pratiquement pas recours à une formation universitaire, académique, technique ou quoi que ce soit. C'est donc en cela que moi je trouve, si on veut régler le problème de l'emploi de façon pérenne et définitive, il faut se tourner vers l'industrialisation. Et c'est une option que nos pays africains n'avaient pas encore fait. Mais la jeunesse pousse de plus en plus les dirigeants vers cette option. J'ai suivi le président Talon en décembre 2016 être reçu en Chine, dire que le Bénin n'avait pas encore vocation de se tourner vers l'industrialisation de masse et autres. Mais c'est une décision sur laquelle ceux qui l'entourent doivent l'amener à revenir sur ses propos et à revoir la philosophie même de notre économie. Et savoir que tant qu'il n'y a pas d'industrialisation, il n'y aura pas de développement. Ce n'est pas pour rien que les pays développés sont appelés pays industrialisés. Et ce n'est pas pour rien que nos jeunes quittent l'Afrique pour ces pays industrialisés parce qu'ils ont l'assurance de trouver un emploi le plus rapidement possible. Parce que même l'Allemagne aujourd'hui est en manque de main-d'œuvre et cherche les mécanismes par lesquels il faut augmenter, il faut élargir plus les règles strictes de l'immigration et permettre à ce que les entrées se fassent pour pouvoir combler les places qu'il faut. Moi, j'étais aux États-Unis. Donc, pour vous, il faut aller à l'industrialisation. Il faut aller à l'industrialisation. Mais comment est-ce que ce n'est pas des étapes? Est-ce qu'on ne brûlerait pas des étapes si on y allait tout de go? Non. Ou bien pour vous, ça se peut tout de suite? J'attends souvent qu'il faut des étapes, qu'il faut des préalables, qu'il faut l'électricité, qu'il faut autre. Mais je trouve, surtout principalement par rapport à l'électricité, c'est une erreur fondamentale que nous faisons. Si vous voyez les premières images des industries automobiles en France, lorsque les télévisions étaient en blanc-noir, et que les caméras n'avaient pas encore plusieurs possibilités d'afficher plusieurs séquences et les images sautaient, il n'y avait même pas l'ordinateur, il n'y avait pas l'Internet. Bon, ça s'est révolu maintenant. Un instant, qu'est-ce que je veux dire? Si ces gens sont allés à l'industrialisation à cette étape,
Quelle étape vous pensez qu'on brûlerait si on va à l'industrialisation aujourd'hui où nous avons les smartphones, où nous avons Internet, où nous avons l'ordinateur? Le comble, c'est que nous utilisons même l'électricité que nous avons chez nous aujourd'hui pour les usages domestiques. Les lampes, les frigos, les climatiseurs, les télévisions, les brasseurs et autres. Alors qu'on devait utiliser l'électricité de façon rentable. C'est-à-dire, le peu que nous avons devait être utilisé à produire plus de richesses et à donner plus de moyens financiers à ces entreprises qui produisent l'électricité. Mais tant que nous utilisons l'électricité de façon continue pour la consommation, on va toujours se retrouver à dépenser tellement d'argent parce que, qu'on le veuille ou non, les entreprises industrielles payent le kilowattheure plus cher que les ménages. Donc, comme j'étais avec le ministre de l'économie qui disait lors d'une rencontre qu'au Ghana, par exemple, lorsqu'il y a pénurie d'électricité, on coupe les ménages d'abord avant de couper les entreprises. Ouais. Mais que chez nous ici, c'est le contraire. On a tendance à faire le contraire. Je peux réagir? Allons-y. Oui, parce que là, je vois que c'est le raisonnement de quelqu'un qui a fait la Chine. Et la Chine ne saurait être comparée au Bénin. Parce que d'abord, dans un premier temps... Pourquoi vous le dites? Il y a 50 ans, ils étaient encore... J'en viens. J'ai constaté qu'il n'était pas d'accord avec mon développement, mais bien au contraire. C'est ce que je disais qu'il a appuyé. De deux, lorsque je viens sur le problème de l'énergie électrique, vous savez, quand vous avez quelque chose à la foison, vous n'avez plus le temps de l'utiliser comme... Nous, on n'a pas encore cette habitude-là. Lorsque aujourd'hui, vous êtes dans un quartier à Cotonou et qu'on arrive à couper l'électricité, si vous ne faites pas gardien vous-même la nuit, c'est qu'on vient vous dérober. Et donc, à partir de ce moment, aujourd'hui, c'est vrai qu'on n'arrive pas à voir quelle période doit être adaptée à notre développement. Mais aujourd'hui, nous sommes obligés d'avoir l'électricité parce que je prends un boulanger. Le boulanger sans électricité ne peut pas produire. C'est juste. Et donc cet exemple nous amène à dire que l'énergie électrique est importante pour le développement ou bien pour notre industrialisation. Et donc la Chine qui à l'époque était en train d'évoluer, d'amorcer son développement, n'avait pas autre chose à comparer. À partir d'un moment donné, ils savent qu'ils sont en train d'évoluer, d'amorcer leur développement, et donc ils ont commencé par abandonner de vieilles habitudes. Aujourd'hui, sans électricité, sans l'énergie électrique, la Chine aura des problèmes aussi. Et donc, par rapport à ça, l'énergie électrique a continué toujours d'avoir sa place primordiale dans l'industrialisation de notre économie ou bien de notre pays. Ok, mais ce que je voulais dire, quand j'ai évoqué l'image des premières industries automobiles en France, c'est pour dire que l'énergie produite en France dans ces années 1960 et autres est inférieure à l'énergie produite à Cotonou seulement aujourd'hui. C'est pour qu'on revoie un peu la philosophie autour. Mais cette question est une question un peu d'à côté. Je vais peut-être revenir dans le débat en évoquant le fait que le principal problème aussi de l'industrialisation et de la création d'emplois et de richesses et chez nous, c'est le manque de fonds d'investissement public. Paul Kagame, le président du Rwanda, à part le fait qu'il est président du Rwanda, est aussi le président du Fonds national d'investissement qu'ils appellent Crystal Venture. Il n'a cédé la place que l'année dernière, je crois. Et il arrivait des moments où Paul Kagame passe plus de temps dans ses bureaux du fonds d'investissement que dans ses bureaux de la présidence. Il s'est donné pour objectif d'installer une industrie chaque 3 mois. C'est-à-dire, quand un président est dans cette logique, ses collaborateurs seront dans cette logique. Et toute la suite fera, les opérateurs privés seront dans cette logique. Mais nous avons vu ici d'abord le franc CFA dans ses clauses de fonctionnement, comme l'a dit Dominique Strauss-Kahn, DSK, interdit aux pays africains la constitution du fonds d'investissement, même si certains pays comme le Togo se soustraient à ces obligations et ont créé un petit fonds d'investissement qui fait tourner. Plus vous avez l'impression que l'économie du Togo tourne plus que l'économie du Bénin. Vous rentrez à Lomé, de part et d'autre, il y a tellement d'industries, d'entreprises. Vous vous demandez comment ils sont à côté, mais qu'ils soient dans cette logique de développement que nous n'avons pas. Que nous n'ayons pas ça. Ça frustre parfois, ça choque parfois. Donc, comme je le disais, c'est l'État qui prend les taxes. C'est l'État qui capitalise le plus d'argent possible. Même si aujourd'hui, les opérateurs GSM concurrencient l'État en termes de capitalisation financière. Cet État doit investir une partie de l'argent pour la création de sociétés. C'est vrai que par le passé, les sociétés publiques ont été mal gérées, la malgouvernance a conduit la plupart des sociétés à la faillite. Mais avec la nouvelle forme que je remarque au niveau de la rupture et que je salue,
de l'intransigeance et de la rigueur qui se fait, nous sommes convaincus qu'aujourd'hui, des sociétés publiques soient en mesure, comme la Loterie nationale du Bénin, qui a été réveillée de façon spectaculaire et qu'il faut saluer, soient en mesure d'être gérées de manière rentable. Et c'est de cette façon qu'on doit revoir les choses et réorienter une partie de l'argent public mobilisé. L'État peut s'associer maintenant avec des privés, lancer des appels. Je vois que quand ils lancent souvent à la bourse des valeurs, les levées de fonds de l'État, de 6 milliards, de 10 milliards, de quelque chose, c'est rarement destiné au développement d'une industrie ou d'une entreprise. Mais c'est l'État et quelques rares entreprises qui ont les prérogatives ou bien qui ont la possibilité de lever ces fonds. Et s'ils ont la possibilité de lever ces fonds dont on a besoin pour produire les ventilos, dont on a besoin pour produire les climatiseurs, dont on a besoin pour produire les assiettes, les fourchettes, tout ce que nous importons, ce sont donc à eux de réorienter une partie de ces capitaux vers la création de ces grandes entreprises qui vont recruter à tour de bras. Ce sont ces gens de sociétés qui produisent les biens manufacturés, ils sont capables. J'ai travaillé dans une société, il y avait 5000 employés, une seule société. Quand on faisait la fête de fin d'année, c'était gigantesque. C'était des salles sur des salles. Et tout le monde avec une coordination. 5000 employés, vous aurez même du mal à les contenir dans quelle salle, à Cotonou, qui se veut la métropole. Une seule société, un seul patron, parce qu'il a l'accompagnement des pouvoirs publics pour la mise en place des crédits. Parce que, qu'on le veuille ou non, on vous dit, souvent les banques ici vous demandent d'apporter un apport personnel de 40% ou bien de 50% du montant que vous demandez en termes de crédit. Si je veux fabriquer un ventilateur que mon budget fait 4 milliards par exemple, je vais trouver 1,5 milliard où si je suis jeune. Et je vais peut-être vivre jusqu'au soir de ma vie avant de pouvoir trouver cet argent et pouvoir faire comment. Donc, à ce rôle, l'État doit maintenant agir et orienter une partie du fonds public, s'associer peut-être avec des privés nationaux de préférence, parce que moi, j'ai une antipathie pour les investisseurs étrangers et de plus en plus la jeunesse ouvre les yeux sur ces investisseurs étrangers qui exploitent nos matières premières, qui exploitent nos main-d'œuvre, mais qui rapatrient toujours leur profit vers chez eux. Ce rapatriement est la source du manque d'emploi chez nous. D'accord. Oui, je voudrais réagir par rapport à un certain nombre de points. D'abord par rapport aux 200 000 emplois, parce que on dit que malgré les 200 000 emplois créés, que la jeunesse se plaint encore. Oui, c'est tout à fait normal. Quand on apprécie aujourd'hui la situation de chômage dans notre pays, la situation est assez grave. Et je crois qu'il y a de cela 2 ans, selon les données statistiques qu'on avait, c'est que chaque année, nous avons environ 180 000 nouveaux diplômés qui recherchent de l'emploi. Vous comprenez avec moi que avec le cumul que nous avons depuis un certain nombre d'années, il y a beaucoup de jeunes et il est rare de trouver aujourd'hui une famille, une maison où il n'y a pas de jeunes qui se cherchent. Et quand on parle d'emploi, il ne faut pas regarder seulement ceux-là qui ont fait l'université, mais il faut regarder à tous les niveaux, ceux-là qui ont abandonné même l'école, qui sont allés apprendre un métier, qui veulent travailler d'une certaine manière. Et heureusement, c'est eux qui créent plus d'entreprises, malheureusement, dans notre pays. Et c'est eux qui créent plus d'entreprises. Donc, voilà, je voudrais dire que la situation est assez grave, au point où les 200 000 emplois, effectivement, peuvent sembler ne pas avoir vraiment un grand impact. Mais si on continue avec cette allure et si on intensifie cela, eh bien, ça va permettre de résorber en grande partie le problème du chômage dans notre pays. C'est important. L'industrialisation qui a été évoquée. Moi, je voudrais dire une chose. Le Bénin doit choisir son modèle d'industrialisation. C'est vrai que nous avons vu beaucoup de modèles dans d'autres pays qui nous séduisent d'ailleurs, mais faisons très attention. C'est important de mettre l'accent sur l'industrialisation, mais quel type d'industrialisation, pour quel type de produit et dans quelles conditions? Je vais prendre un exemple très simple. Il y a de cela quelques années, le gouvernement avait promu des unités de transformation de tomates. Ouais. Et j'ai échangé avec des amis, j'ai dit attention, si on veut transformer de la tomate, est-ce qu'on en produit assez? Déjà qu'on en importe beaucoup, à une période donnée de l'année, notamment de décembre jusqu'à avril, on importe, jusqu'à avril-mai même, on importe beaucoup de tomates du Burkina, du Togo, du Ghana parfois, à des mois donnés aussi du Nigeria. Alors, si on se met à transformer de la tomate,
Ça veut dire que ces industries que nous allons installer ne pourront fonctionner que sur une très courte période, pendant laquelle nous avons de la tomate en abondance. Donc, il faut faire en sorte que nous puissions avoir de la tomate disponible sur toute l'année, afin que les industries qui seront installées aient de la matière première. Donc, si on ne réfléchit pas bien à la question, on risque de passer à côté. Malheureusement, quand vous faites aujourd'hui le bilan, vous allez constater que beaucoup de ces micro-industries n'ont pas de la matière pour fonctionner comme cela se doit. C'est un problème. L'autre tendance aussi, c'est que lorsqu'on choisit, on fait l'option pour l'industrialisation. Et lorsqu'on ne fait pas attention, il y a ce besoin de produire massivement qui nous oriente, qui nous envoie vers une autre forme d'agriculture. Et nous savons tous aujourd'hui les conséquences que cela représente dans des pays où les gens ont commencé par comprendre qu'il y a des problèmes et qu'il va falloir revoir la façon de produire. Je veux parler de l'agriculture intensive, avec toutes ces conséquences. Donc nous devons prendre en considération tous ces paramètres pour ne pas être obligés d'arriver à un niveau où nous allons encore revenir comme les autres sont en train de le faire aujourd'hui. Nous devons donc définir notre modèle. Donc je suis pour l'industrialisation, c'est vrai, mais il faut définir vraiment un modèle qui n'aliène pas, un modèle qui conduise à un développement vraiment plus harmonieux, qui respecte l'environnement, qui respecte un certain nombre de principes. Et l'autre chose par laquelle je voudrais vraiment finir mon intervention, c'est par rapport au rôle de l'État. L'État a un rôle fondamental à jouer. Sans l'État, rien n'est possible. Je crois que les deux, Jaurès a insisté là-dessus. L'État a un rôle fondamental à jouer. Mais l'État, je vois beaucoup plus l'État dans la prise de mesures pour encourager la jeunesse à créer. Parce que nous ne sommes pas encore, dans notre mentalité, habitués à gérer bien ce qui est public, habitués à nous associer à l'État pour bien gérer. Et les expériences pour le Bénin actuellement ne permettent pas de dire que les structures d'État, les sociétés d'État fonctionnent bien. On peut en arriver là avec le temps, mais pour l'instant, on est obligé de mettre des réserves là-dessus. Donc, l'État doit prioritairement faire en sorte que la jeunesse ait les moyens pour entreprendre. On ne peut pas entreprendre, je reviens sur ce qu'il avait dit dans ses premières interventions, qui me paraît assez important avec les petits montants que nous avons aujourd'hui. C'est pour une catégorie donnée d'entreprises, des gens qui veulent démarrer de petites choses, où ils n'ont pas besoin de beaucoup de moyens. Mais en même temps, il faut penser à des mécanismes de financement qui permettent d'aller plus loin. Vous ne pouvez pas demander à un agronome d'aller prendre une roue, coupe et autres, et de commencer par développer une entreprise. Ça ne suffira pas pour se payer un salaire. Il va préférer l'emploi salarié parce qu'il estime qu'au début, il va traîner pendant longtemps avant de commencer par se faire de l'argent. Et on a vu dans d'autres pays, on a vu des mécanismes de financement qui permettent déjà aux jeunes agro, par exemple, d'acquérir un tracteur, d'avoir tout ce qu'il lui faut comme équipement pour démarrer son travail. Donc, nous avons besoin également que des mécanismes de financement du genre soient créés dans notre pays. Je voudrais, pour finir, donner un exemple. On constate généralement que le financement est donné à des gens qui, très souvent, ne le méritent pas. Excusez-moi de le dire. Et vous allez voir, dans un secteur donné, je prends le secteur de l'agriculture que nous connaissons tous, d'accord, et la plupart de ceux qui sont accompagnés, beaucoup parmi eux n'ont même pas fait la formation agricole. Alors, il y a des mécanismes de financement ailleurs qui ne s'intéressent qu'à ceux-là qui ont reçu cette formation de base. Et, par exemple, je prends les pharmacies aujourd'hui, quelqu'un qui finit en pharmacie, mais ailleurs, le financement l'attend. Parce qu'on sait qu'une pharmacie est toujours rentable. Les gens auront toujours besoin d'acheter des médicaments. Encore que, enfin, c'est juste une sortie de route. Encore qu'en pharmacie aujourd'hui, il n'y a pas que... Il n'y a pas que la vente de médicaments. Il y a beaucoup de choses. Il y en a qui y vont pour faire de la recherche. Absolument, absolument. Mais c'est dire que c'est un secteur dans lequel on s'assure que lorsqu'on investit, le recouvrement est facile, c'est évident, le marché est là. Et de la même façon, il faut trouver des mécanismes adaptés à des secteurs donnés pour permettre aux cadres qui sortent de ces secteurs, dont la formation reçue constitue
déjà une sorte de garantie, parce qu'on sait au moins que lui, ayant reçu une telle formation, est obligé de respecter un minimum de règles qui vont limiter les risques d'échec. Donc, orienter des mécanismes de financement vers ces catégories de personnes pour leur permettre de travailler véritablement, parce que le constat, c'est tout autre. Quand on fait le bilan par rapport aux financements qui ont été octroyés par le passé, mais on se demande mais comment se fait-il qu'il y a des gens qui savent faire la chose, hein, qui ont bien envie de faire, mais qui ne sont pas accompagnés. Et ce sont ceux qui, disons, du jour au lendemain, parce qu'il y a une opportunité, décident. On les voit. Bon voilà, et c'est à eux qu'on donne le financement. Ouais. On se pose des questions. Donc, il va falloir que on réfléchisse également à des mécanismes de financement et adapter des lignes de crédit pour des catégories données de personnes. Je suis sûr que mon ami Jaurès est revenu avec des capacités, avec un savoir-faire. Est-ce que lui, par exemple, s'il avait des facilités en matière de financement, certainement, il aurait créé plus de choses, il aurait pu faire de très bonnes choses dans notre pays, qu'on réfléchisse à cela pour que le potentiel humain qui existe soit valorisé et que ce potentiel puisse accompagner ceux qui n'ont pas encore les capacités afin de leur donner un savoir-faire en entreprise. Il avait dit tantôt comment le diplômé qui entre en entreprise vient se faire former sur le tas et ça lui permet d'avoir des capacités et d'être maintenant utile. Donc, au Bénin, on n'a pas encore compris cela. Beaucoup pensent que dès qu'on finit d'étudier, lorsqu'on a le diplôme, on est fort, on est capable vraiment de tout faire et malheureusement, ils échouent. Donc, il faut également qu'on travaille sur ces aspects-là. Permettez que je vais revenir rapidement sur une des choses évoquées concernant les unités de production de tomates qui n'ont pas fonctionné. Le vrai problème de ces unités n'a pas été le manque nécessairement de matières premières. Quel était le problème alors? Moi, j'aurais aimé qu'en lieu et place du procès qu'on observe actuellement, qu'on fasse les procès de ces genres de choses. Qu'est-ce qui a bloqué ces unités de fonctionner? Parce que c'est de l'argent public. Pourtant, ça a été construit, hein, ça a été érigé dans plusieurs communes. Je ne pourrais pas rentrer dans les détails ici, étant donné que je n'ai pas toutes les preuves des choses que je vais avancer. Mais moi, j'aurais aimé que la justice s'occupe de ces genres de sujets qui ont fait dilapider des fonds publics et qui étaient censés créer de l'emploi, mais qui n'ont pas fonctionné. Parce que si on ne le fait pas, on ne pourra pas avancer. On va toujours dire, tant que l'État a tenté, ça n'a pas marché, les milliards sont perdus, et on va toujours se retrouver dans cette circonstance. Mais le cas chinois que je connais, c'est que la Chine va jusqu'à exécuter des gens pour motif de mauvais résultats. Genre, on ne vous a attrapé, fait aucun détournement. On ne vous a attrapé, fait aucune malversation. Sauf que vous avez pris une entreprise valant 10 milliards et qu'au bout d'un certain nombre d'années, l'entreprise ne vaut que 3 milliards. On vous exécute. Quand on lance l'avis d'appel pour recruter celui qui va vous remplacer, ils vont réfléchir par deux fois. Et quand on en recrute un, il fera tout pour faire passer les 10 milliards qu'on lui a laissés à peut-être 15 milliards. Ouais, ça c'est l'histoire des talents dans la Bible. Mais tant qu'on ne va pas se retrouver dans cette logique de juger les gens sur les résultats par rapport aux sociétés qu'on leur a confiées et qui gèrent l'argent public. En plus, nous n'avons pas une certaine peur de l'argent public chez nous. Ce qui devait être le cas. L'argent public collecté auprès des populations devait être sacré dans nos têtes. Et pour le rendre sacré, le bien public en général, parce que vous voyez comment on dégrade les infrastructures publiques et puis on s'en fout presque. Moi je suis parfois ahuri de voir le traitement que nous faisons face au bien public ici. On est dans un égoïsme terrible où seule ma maison, mes enfants, ma femme, mes voitures comptent. Il faudrait qu'on dépasse un peu cela. Je sais que le gouvernement fait certains efforts pour pouvoir ramener un peu comment je vais dire, l'éthique dans la gestion des affaires publiques. Mais il faudrait que ça augmente. C'est une question de patriotisme. Et qu'on n'ait même pas l'impression que ce soit des fins politiques, que ces genres d'actions soient mises. Mais par exemple, principalement par exemple pour les questions de tomates, je suis sûr que les équipements ont été mal choisis. Il y avait peut-être de la surfacturation au moment de l'installation de ces équipements parce que les avis d'appel n'avaient même pas été existés dans le temps et que ces industries ont été montées. Ce que je sais, c'est que ces industries n'ont pas fonctionné. Pas parce qu'il y a eu manque de tomates, mais dans leur conception, dans leur installation et dans leur fonctionnement. Ce qui fait que c'est difficile
de voir que l'argent public disparaît, s'évapore de cette manière. Mais ça ne doit pas nous décourager. Ça doit quand même nous donner les outils pour pouvoir aller de l'avant et savoir que on doit nécessairement amorcer l'industrialisation, quel que soit le mode qu'on va adopter, quelle que soit la redéfinition qu'on doit faire de cette industrialisation, pour pouvoir créer des emplois, pour pouvoir créer une nouvelle classe moyenne qui auront un certain pouvoir d'achat pour pouvoir booster la consommation. Et je vais directement sur le pouvoir d'achat. J'ai entendu le président Talon lors d'une rencontre dire qu'ils vont voir avec le patronat comment on va réagir sur le SMIC. Mais des mois se sont écoulés, rien ne s'est passé. Je ne sais pas comment les partenaires sociaux, les syndicats et autres font leurs revendications, mènent les choses. Mais nous avons vu par exemple que malgré le SMIC de 1200 € en France, les gens dorment dans la rue, se faisant appeler gilets jaunes. 1200 €, ça fait environ 700 000 francs CFA. Nous avons un SMIC ici de 61 €. Ça ne permettra pas le développement parce que ça ne donne pas la possibilité de consommation réelle. Vous avez des millions de personnes qui ne sont pas capables de s'offrir le minimum donné. Alors que ces gens travaillent 10 heures, ils travaillent même plus que tout le monde. Ils viennent souvent dans les boulots, les buvettes, ou bien les restaurants, ou bien les boutiques. À 8 heures, ils sortent parfois à 20 heures, 22 heures. Ça fait 12 heures, 14 heures de travail par jour. Qu'ils enchaînent sans repos réel. Il faut qu'ils demandent la permission pour aller aux toilettes et tout comme ça. Donc, il y a cet inhumanisme dans l'emploi qui fait qu'on doit reconsidérer les choses. Savoir que tout le monde a droit à une vie décente. Ce n'est pas parce que quelqu'un est un maçon qui n'a pas droit à une voiture. Ce n'est pas parce que quelqu'un est vulgarisateur qui n'a pas droit à s'acheter une maison au bout d'un certain nombre d'exercices. Ce qui fait que l'inflation que la BCE a autant de conseils de maintenir à 2% maximum, moi je ne suis pas d'accord. Parce que tant qu'il y aura ces blocages, les services vont toujours coûter les mêmes. Le tailleur va toujours vous faire votre bomba à 2500, 3000 francs. Il va toujours se retrouver, le coiffeur va toujours vous coiffer à 500, 300 francs. Et puis ça ne changera pas. Ça ne changera pas. Il n'aura pas un pouvoir d'achat. On va toujours tourner en rond là. On va toujours s'observer dans la pauvreté, dans la stabilité de la pauvreté. C'est réel en plus. C'est réel. Je rebondis rapidement sur c'est un cercle vicieux. Trois petits points. Déjà, je voulais dire à Jaurès que je suis d'accord que les machines, quand elles n'ont pas fonctionné, ce n'est pas nécessairement le mauvais choix du matériel. Parce que je suis d'accord pour le développement. Non, il parlait beaucoup plus de la conception en réalité. La conception même de la machine. Du dossier. Du dossier. Du dossier, c'est pas la machine. Et c'est la corruption qui a pris par là. Naturellement. Ok. Mais en plus de ça, il y a que... Est-ce que, et c'est Bassim qui serait plus placé pour me le dire, est-ce que si le dossier était bon, et que dans la conception même, c'est-à-dire les machines installées même étaient, disons, les machines appropriées, les Béninois étaient apprêtés, les Béninois étaient prêts à fournir de la tomate pour occuper à plein temps ces machines. C'est la deuxième question que je me posais. La deuxième des choses, là où vous êtes aujourd'hui au Bénin, si vous avez besoin de 2 milliards, 4 milliards pour installer, disons, une industrie, et vous voulez l'accompagnement de l'État, je suis sûr que la première question qui va trotter le cerveau des gouvernants, je ne parle pas des actuels, de tous ceux qui ont géré ce pays, vous êtes de quel pays? Vous êtes de quel bord, j'allais dire? Bord politique. Vous voulez dire que la politique prend le dessus sur tout? Surtout, et ça nous freine. Nous gagnons plus d'importance à l'inutile. Ce n'est pas ça qui va développer le pays. D'accord. Si vous avez un projet, vous avez travaillé dans une industrie de 5000 personnes, aujourd'hui, même si vous voulez installer un petit truc de 10 à 20 personnes, vous avez besoin de 20 millions, j'allais dire, il vous serait difficile, ce serait la barrière pour vous, au Bénin, de trouver cet accompagnement-là. C'est pourquoi je dis, comme Maxime le disait tout à l'heure, si l'État doit jouer ce rôle, départissons carrément de tout ce qui est politique. Ne considérons pas la tête de l'individu, mais qu'est-ce qu'il apporte pour la croissance économique de ce pays. Vous le disiez tantôt, je suis d'accord avec vous, les expatriés qui viennent, ils font du bon chiffre d'affaires, mais après, tout est parti chez eux. Mais c'est obvious aussi de tous les politiciens béninois, des Béninois en général, que tout cela se passe. Mais lorsque vous prenez tout ça là, et que vous n'êtes pas capable de créer, de démarrer quelque chose de par votre propre force, alors que l'État qui devrait donner les conditions favorables pour y aller s'occupe de la politique,
on va rester toujours au même point mort. Je vais dire par exemple, la Chine, faire le dernier tour. La Chine n'a jamais fait d'élection. Ah oui. Les jeunes Chinois ne parlent presque jamais de politique. Ouais. C'est rare, très rare. Mais qu'est-ce qui fait qu'il y a une stabilité? Les gens vivent bien. Si on vit bien, genre... Ils pensent vraiment pas, c'est effectif. Ils n'y pensent pas. Ouais. Parce que le gars, il a un emploi très bien rémunéré. Et il sait qu'au bout de 5-6 ans, son épargne sera tellement consistante. Qu'est-ce qu'il va foutre en politique? Qu'est-ce qu'il va foutre à passer son temps à faire des débats de poigne, où on s'empoigne terriblement. On se détruit. On se détruit. C'est pour dire que quoi? Pour attaquer le problème, moi je préfère surtout, par exemple, comme Paul Kagame le fait, d'avoir un fonds national d'investissement d'abord, qui sera peut-être... Vous insistez vraiment sur le fonds, oui, le FONAGA. Visiblement, le FONAGA ici, pour vous, ça ne répond pas encore. Le FONAGA ne finance pas. Ouais, le FONAGA ne fait que la garantie. Ouais. Mais le FONAGA est rentré dans un système où on demande une contre-garantie, c'est-à-dire toujours les titres fonciers. Ouais. Il y a aussi un nouveau fonds qui a été créé par le gouvernement, le FNDA, le Fonds national de développement agricole, qui n'est pas encore très fonctionnel, mais qui va être fonctionnel, je crois, à partir de 2019, où les jeunes pourront directement s'orienter vers ce fonds pour obtenir soit la garantie, l'accompagnement, pour que les banques puissent mettre en place les crédits qu'il faut. Mais comme on le dit, la politique peut toujours agir dessus, où les choix ne seront pas toujours objectifs, mais en fonction peut-être de la tête de la personne. Quoi qu'en soit ce qu'on dit, il faudrait qu'on augmente l'enveloppe des crédits par quelque moyen que ce soit. Si on l'augmente d'une manière donnée, il y aura plus d'entreprises, il y aura plus de sociétés et il y aura plus d'emplois. C'est la logique. Moi, j'aurais bien aimé. Et quand je dis plus d'entreprises et plus d'emplois, je parle des emplois qui seront déclarés à la CNSS. Exactement. Quand le président a dit qu'ils ont créé 200 000 emplois, j'aurais bien aimé que ce soit le directeur de la CNSS qui dise avoir eu des enregistrements de 200 000 nouveaux travailleurs de la période de la rupture. Ça aurait été génial, j'aurais applaudi comme il le faut. Mais de ces 200 000 emplois, Dieu sait combien de personnes ont été déclarées à la CNSS, combien de personnes ont été en mesure d'avoir des CDI, c'est-à-dire des contrats à durée indéterminée, pour pouvoir s'octroyer des crédits bancaires, pour pouvoir s'octroyer un toit sur le toit, pour pouvoir s'octroyer la possibilité de vivre. Parce que quand on dit emploi, ça couvre tout cela. Et c'est pourquoi dans certains pays, les gens luttent contre les choses comme ubérisation, où on rend précaire l'emploi. Mais c'est vrai que nous sommes à une étape où le gouvernement a décidé de rendre un peu précaire le marché de l'emploi, de déréguler le marché de l'emploi en votant le code du travail que nous avons vu voter en 2017, qui favorise les recrutements et allège la tâche aux entrepreneurs, aux sociétés. Mais ça a un revers qui doit être corrigé d'ici là, pour que quand même les gens aient un pouvoir d'achat et une stabilité qui leur permettent au cours de leur vie de créer plus de richesses et de faire de la consommation pour pouvoir booster la production. Merci beaucoup, Jaurès Sogossi. Oui, je voudrais, avant de conclure, je voudrais dire que les Béninois sont prêts à fournir de la tomate à plein temps. Si les conditions sont créées. Je crois que tout ce qui se fait aujourd'hui au niveau du ministère de l'Agriculture permet d'espérer, permet vraiment de se dire que cela est bien possible. Mais à l'heure actuelle, ce n'est pas encore faisable à l'instant même. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas encore de la matière première en quantité et à tout moment. Si vous faites un tour dans les marchés en cette période de fête et vous constatez le prix de la tomate, eh bien, vous allez vous rendre compte que c'est parce qu'il n'y en a pas suffisamment que les prix sont assez élevés. Si vous achetez de la tomate pour 1000 francs, je vous assure, vous n'allez pas satisfait. Juste une petite quantité, ça veut dire qu'il y a un problème là. Ailleurs, ce qui est transformé, c'est le surplus qui est transformé et on produit pour l'industrie, parce qu'il y a des variétés pour l'industrialisation qui répondent à certaines normes de transformation industrielle. Ça veut dire que, comme il a dit, le dossier quelque part a été mal monté, on n'a pas tenu compte de toute la chaîne, avant d'installer ces industries. Mais il va falloir qu'on revienne là-dessus parce qu'on le veuille ou non, on en a besoin. Il faut réfléchir au modèle, comme je l'ai dit, pour que cela réponde à un certain nombre de normes et que cela contribue véritablement au développement du pays. Alors, pour finir, je voudrais souhaiter également que l'année 2019 soit
vraiment une année où les jeunes auront plus l'audace d'aller à la création d'entreprise. Et que le gouvernement puisse véritablement les accompagner dans cette audace-là. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir l'audace, il faut avoir les mesures d'accompagnement qu'il faut. Il faudrait que le gouvernement travaille davantage là-dessus. Il y a la loi sur les PME qui est aujourd'hui sur la table des députés à l'Assemblée. Et cette loi prévoit beaucoup d'avantages pour les PME. Vivement que cette loi soit votée au plus vite pour que les PME puissent véritablement commencer par jouir des privilèges qui leur sont accordés par cette loi. Et je vous assure que lorsque cette loi sera votée ça va changer et mise en application, les PME auront à l'applaudir et à dire que vraiment le gouvernement a pensé à elle. Merci beaucoup Maxime Toklo d'être venu. On se retrouve mercredi prochain. Si tout va bien, Jaurès Sobossi, merci infiniment. Je vais dire un dernier mot. Je souhaite ça vivement que notre gouvernement s'inspire par exemple du gouvernement ghanéen qui a un programme qu'ils appellent One District, One Factory. C'est-à-dire une commune, une industrie. Ce qui permet même de lutter déjà contre les mouvements migratoires, les eaux rurales. C'est un fonctionnement dans lequel déjà ils ont déjà bouclé leur usine de couches pour les femmes, de couches hygiéniques, ils ont déjà bouclé environ un certain nombre d'industries où l'État est actionnaire mais l'État n'est pas gestionnaire. Genre l'État permet la mobilisation du financement mais ce sont les privés qui gèrent et l'État à la fin de l'année cette dividende en plus des taxes que cette société va payer. Ça va booster non seulement la création d'emplois mais aussi augmenter les recettes de l'État. J'ai comme l'impression qu'on s'est tellement adossé sur le port pour penser... D'ailleurs, le poumon de l'économie, comme on le dit. Le port doit cesser d'être le poumon de l'économie. On doit tourner le poumon de l'économie. C'est donc qu'il faut trouver d'autres poumons, en fait. Il faut trouver peut-être d'autres poumons. Voilà, comme ça. Tant qu'on ne rentre pas dans cette logique. Et en réalité, le port, qu'on le veuille ou non, devait avoir un fonds spécial pour pouvoir créer un autre secteur d'économie. C'est ce que font la plupart des pays, même producteurs de pétrole comme Dubaï et l'Inde. Je vais par exemple dire un truc. J'ai suivi un documentaire sur National Geographic où le journaliste disait qu'ils ont fini par comprendre que l'industrialisation fait plus de tourisme que la culture, les objets d'art. Parce que l'Inde, avec son histoire de plus de 3000 ans, avec des monuments, des temples et autres, et sa grandeur, reçoit moins de touristes que Dubaï, qui est né il y a à peine quelques années, mais qui est dans une dynamique de développement qui fait que le tourisme d'affaires draine plus de personnes que le tourisme de plaisir. Il faut pouvoir vivre d'abord avant de s'offrir du plaisir. C'est ce que je souhaite à tous les jeunes qui sont à la recherche d'emploi ou bien d'opportunités, que 2019 leur en apporte afin qu'ils sortent de la précarité, qu'ils sortent de l'humiliation qu'ils subissent vis-à-vis peut-être de leurs créanciers, de leur famille et de leur incapacité peut-être à se marier ou autre, juste parce qu'ils n'ont pas les moyens. Merci beaucoup. Oui, quand on n'a pas les moyens, ça m'arrive. Je vais dire seulement deux petites choses. Oui, Marcel. La première, c'est de dire que le gouvernement doit, mais l'État, pas le gouvernement, l'État doit quand même se rappeler qu'il se doit d'accompagner tout ce qui est industrialisation, tout ce qui est développement, tout ce qui est création d'emplois. La deuxième des choses pour finir, c'est dire que c'est souhaiter que 2019 soit une année de croissance, si on doit parler de croissance, mais qui prend part, et disons, l'augmentation du pouvoir d'achat des Béninois. Le pouvoir d'achat est trop faible. Si on y travaille et qu'on augmente un peu ce pouvoir d'achat-là, ça va laisser un peu l'épanouissement aux gens qui vont peut-être penser, parce que quand vous êtes bien et que vous réfléchissez bien, vous arrivez à quand même avoir l'inspiration pour créer quelque chose qui peut vous occuper. Donc, l'augmentation du pouvoir d'achat, c'est très important parce que simplement, les Béninois se tuent trop à la tâche, mais n'arrivent pas à jouir du fruit de leurs efforts. Merci à vous, Martial Guidigan. Merci, Maxime Toklo. Merci d'être passé. Et puis, Jaurès Sobossi, merci également. Je vous remercie, c'est moi qui vous remercie. À très bientôt. Au plaisir de vous rencontrer très bientôt. Allez, on va marquer une courte pause, le temps de retrouver Angela et Priska. Et puis, dans la troisième partie,
Il y a le sport qui nous attend, bien sûr. Ça va être aujourd'hui une présentation de Hospice Metoli. Mais avant, on va retrouver Maurice Tantan qui nous rapporte vos avis et commentaires à propos de la question du jour. À tout de suite. Maurice Segla Tantan, bonjour. Bonjour Ricardo, Loïc Pékou, bonne année à vous. Allez, la question, quelle appréciation faites-vous de la volonté de l'exécutif de créer davantage d'emplois pour la jeunesse? Vous avez répondu. Maurice, comment ils se sont comportés sur la toile? Oui, quelques commentaires sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, mais également sur WhatsApp au sujet de cette question du jour. Les avis sont partagés, il y a eu beaucoup d'analyses. Nous allons les prendre à partir de Facebook évidemment, et Festul Kouloudi qui nous dit le gouvernement de la rupture fait un travail très appréciable en la matière. Selon cet internaute, Alain Humpena nous dit pour moi la politique de réduction du chômage des jeunes a encore du plomb dans l'aile, et Étienne Degbert nous dit tant qu'il reste à faire, rien n'est fait, alors soyons tous de bons citoyens pour qu'on les accuse seuls après, parlant donc du gouvernement. Alain Lénon Gassin Mathieu dit tant qu'il reste à faire, rien n'est fait. Le gouvernement essaye, mais ce n'est pas encore cela l'idéal, qu'il redouble d'efforts, d'autant que 200 000 emplois sont déjà créés de façon directe et indirecte, que le gouvernement accorde un peu plus de souplesse aux entreprises privées. En tout cas, il faut que le TOFA 2019 soit réalisé, soit concrétisé, et là, il prie pour lui-même pour qu'il trouve de l'emploi en 2019. C'est un commentaire de Alain Lénon Gassin Mathieu. On reste toujours sur Facebook, il y a d'autres avis et commentaires. Jacob Tchekbena nous dit je pense que le gouvernement a fait une réduction du taux de chômage futur et non et non actuellement et non actuel. Kennedy Asif Zouma, on nous dit, à vrai dire, pour ma part, la politique du gouvernement en matière de réduction du chômage des jeunes pose un petit souci. Les grands opérateurs économiques béninois ont leurs entreprises fermées. Or, le gouvernement seul ne peut pas satisfaire la jeunesse. Aller à l'auto-emploi est une bonne chose, mais le problème reste le financement des projets. Sur Twitter, nous avons un seul commentaire ce matin. Que nous, s'est-on dit, Raymond l'a signé, et il dit ceci: je crois qu'il reste beaucoup à faire dans ce domaine, on ne sent pas grand-chose, bien que quelque chose se fait déjà. Tout ceci parce que beaucoup d'emplois ont été supprimés, et pour corriger le tir, il écrit que le gouvernement doit être regardant envers le secteur privé pourvoyeur d'emploi. Et nous allons prendre pour terminer deux commentaires qui nous sont parvenus ce matin sur le numéro WhatsApp de 567 matin. Le premier est signé Jean Zounon qui nous a écrit depuis Comé. Il dit au sujet de la question du jour, pour ma part, je pense que la réduction du taux de chômage des jeunes est un slogan que chaque gouvernement successif ont brandi. Ils ne font pas grand-chose pour permettre aux opérateurs économiques... Brandi, bien sûr. Bien sûr. Ils ne font pas grand-chose pour permettre aux opérateurs économiques de s'installer dans notre pays. Ce n'est pas le gouvernement qui crée les emplois, ce sont plutôt les opérateurs privés, mais ils n'ont malheureusement pas la tâche facile chez nous au Bénin. Un commentaire signé Jean Zounon. Et pour terminer, Sévère Détondi nous dit la question de la création des emplois au Bénin devrait être axée sur le secteur primaire qui doit être soutenu par une industrialisation. Tant que nous allons vendre notre coton et notre anacarde sans y ajouter de la valeur à travers une transformation, on ne pourra pas réduire durablement le chômage des jeunes, écrit Servet Détondi. D'accord. S'est-on-dit Hospice Metoli, lui on va le prendre tout à l'heure. Mais là c'est Servet Détondi. Bien sûr. Et vous c'est Segla Maurice Tantan. Absolument. Voilà. Merci. Merci Ricardo, merci Serge.